chers amis de mon réseau Facebook et puis aux autres. Je vous avais promis de parler de la conférence que je viens de faire à Agadir samedi dernier. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et donc je vais essayer de la restituer. Alors, je voudrais d'abord vous prévenir que cette conférence était une conférence extrêmement ouverte, donc parfois vous allez trouver dans mes propos des choses absolument évidentes, mais le but des organisateurs, c'est-à-dire le réseau Renaissance Agadir, était de faire une vulgarisation de l'économie sociale dans cette région du sud Maroc, au moment où le royaume a décidé de s'engager d'une façon extrêmement volontariste sur le développement du secteur de l'économie sociale et solidaire, comme le montrent les multiples déclarations du souverain Mohamed V et comme le montre également un certain nombre de décisions prises par son gouvernement, en particulier la préparation d'une loi cadre qui est en gestation à l'heure actuelle. Ça fait d'ailleurs pas mal de temps qu'elle est en gestation. Et puis la définition d'un plan de développement stratégique du secteur pour la période 2018-2028. Et auquel travail stratégique auquel j'ai été associé et qui est entre les mains à l'heure actuelle du ministre concerné et qui a pour objectif d'augmenter considérablement le poids de l'économie sociale et solidaire dans le développement économique du Maroc, puisque les objectifs qui à mon avis sont assez difficiles à tenir seraient d'atteindre 5% du PIB et également 5% de la masse des salariés du secteur privé. Bon, donc ceci dit, ne soyez pas surpris si parfois si mes propos vous paraissent un peu longuets et parfois d'un niveau finalement relativement faible. Mais c'était la règle du jeu que d'essayer de faire une conférence de vulgarisation. Alors, en introduction, j'ai insisté sur le fait que l'économie sociale et solidaire était incontestablement un concept à la mode, un petit peu partout à travers le monde, puisque on parle de ce secteur dans le développement économique d'un certain nombre de pays. Bien sûr, les pays européens avec une histoire extrêmement dense du secteur de l'économie sociale et solidaire, mais également désormais ce secteur est considéré comme un vecteur de développement à part entière à côté du secteur public et du secteur privé dans les pays du Maghreb, puisque j'ai fait 3 conférences successivement à Casa, Alger et Tunis, et je sais donc qu'il se passe beaucoup de choses dans les pays du Maghreb, et également, surtout à partir de l'exemple marocain d'ailleurs, une diffusion de ce concept dans les pays de l'Afrique subsaharienne, puisque les assises internationales de Shkirat, qui ont eu lieu au Maroc en décembre dernier, avaient vu la participation d'un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne et qu'il y a des contrats de coopération sur l'économie sociale et solidaire entre le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais on trouve également un début de prise de conscience au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, et donc dans une partie de ce qu'on appelle toujours l'Afrique noire. Je n'insiste pas sur l'implantation de l'économie sociale et solidaire sous d'autres vocables en Amérique du Sud. Je n'insiste pas également sur le rôle fondamental qu'a joué le Québec dans le développement du secteur. Et vous savez également le poids donc de ce secteur dans les pays de l'Europe du Sud, aux alentours de 10% du PIB, que ce soit au Portugal, en Espagne, en France, en Italie et
en Grèce. Et puis des esquisses également de développement en Asie du Sud-Est, au Japon et même en Corée. Tout cela, vous le savez, par la multiplication des forums internationaux et en particulier les rencontres du Mont Blanc qui sont organisées par mon ami Thierry Jantet. Voilà. Alors, c'est un concept à la mode, incontestablement, mais c'est un concept qui, pour nous, Français, a déjà une histoire particulièrement ancienne, puisqu'on commence à voir émerger le mouvement mutualiste, le mouvement coopératif et le mouvement associatif dès le début du XXe siècle, et que pendant tout le siècle dernier, ces trois secteurs n'ont cessé de se développer avec des coups d'accélérateur, des coups de ralentissement, et que nous avons donc une histoire, nous, de l'économie sociale qui n'est pas du tout la même que celle des pays du Maghreb émergents, puisque pour nous, ce secteur de l'économie sociale est indubitablement lié à l'histoire de notre mouvement social et même, j'irai plus loin, du mouvement ouvrier lui-même. D'où les relations d'ailleurs entre ce secteur pendant très très longtemps avec les organisations syndicales et le fait que ce secteur a été particulièrement valorisé dans les périodes où les forces progressistes ont été au pouvoir en France, et je pense en particulier à 1936 et à 1981. Bien. Alors je reprends. Dans une conférence telle que celle que je vais à Agadir, il faut d'abord partir de l'essentiel, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'économie sociale et solidaire, parce que le concept reste assez flou dans la tête d'un certain nombre d'acteurs et de militants du secteur au Maroc. Alors j'ai rappelé qu'il y avait, enfin, tout ça n'engage que moi, que deux approches de définition de l'économie sociale et solidaire. Une première qui est empirique, qui vient de maintenant une cinquantaine d'années, qui est la définition traditionnelle française. L'économie sociale et solidaire, ce sont des sociétés de personnes avec trois familles, les mutuelles de prévoyance et d'assurance, les coopératives sous toutes leurs formes, coopératives agricoles, mais également coopératives de consommation, coopératives de marins-pêcheurs, coopératives d'artisans et surtout les SCOP, coopératives de production. Et puis les associations, avec toute la gamme des associations partout présentes dans tous les secteurs de l'activité humaine et en particulier dans le secteur sanitaire et social, mais également éducatif, touristique, formation et sportif. Bon, je ne cite que cela, le champ associatif étant, vous le savez, bien plus vaste. Associations qu'on appelle d'ailleurs gestionnaires, puisque ce sont des associations qui ont des actifs et du personnel. Mais à cette définition, qui est en gros celle du CLAMCA dans sa charte de 1970, le CLAMCA c'est le comité de liaison des mutuelles, des assurances et des coopératives, dans cette définition laisse beaucoup à désirer. D'abord parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, statut n'est pas vertu et que c'est pas parce que on est sous un mode juridique proprement dit que forcément on applique les valeurs éthiques de l'économie sociale. Et cela, Philippe Frémaux l'a très très bien décrit dans ce livre La Nouvelle Alternative, enquête sur l'économie sociale ou solidaire,
où il montre bien que malheureusement un certain nombre d'entreprises qui sont sous le statut d'économie sociale et solidaire ne respectent absolument pas les principes fondamentaux qui régissent ce secteur. Et il montre en particulier les dérives que peuvent avoir eu un certain nombre de mutuelles, de banques coopératives, de grosses associations qui se sont éloignées des valeurs de l'économie sociale. Donc on peut substituer à une approche juridique une approche beaucoup plus éthique qui consisterait à dire que font partie du secteur de l'économie sociale et solidaire des entreprises, puisque l'économie sociale, ce sont des entreprises qui respectent un certain nombre de valeurs fondamentales qui ont fondé d'ailleurs ce secteur au cours du XXe siècle. Alors ces valeurs fondamentales, je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez par cœur. Ce sont des valeurs d'entreprise qui sont tournées vers l'utilité sociale, qui font de l'humain le primat par rapport au profit, qui ont vocation donc à aider l'ensemble du corps social, à apporter de l'utilité sociale à une société. Bon, je me répète un petit peu, à renouer du lien social, à le fortifier, à lutter contre les exclusions de toutes sortes, et qui en plus mettent comme primat de leur action la fourniture de services et de produits en respectant le primat écologique, c'est-à-dire la défense de l'environnement et l'environnement durable. On peut également citer dans les principales valeurs de l'économie sociale et solidaire la gouvernance partagée. Alors ça, c'est vraiment un des points qui hérisse le plus Frémaux dans son analyse sur les entreprises de l'économie sociale actuelle et la façon dont elles sont managées, puisque beaucoup d'entreprises de l'économie sociale ont oublié que les salariés devaient être associés très étroitement au développement du secteur. Et puis également le principe de la non-lucrativité, c'est-à-dire pas de distribution individuelle des excédents, nécessité de faire des excédents mais ne pas les individualiser, ou en tout cas d'avoir une lucrativité limitée. Et vous savez que tout ce débat sur le problème de la lucrativité a amené la loi du 31 juillet 2014, dite loi Hamon, de Benoît Hamon, qui a étendu le champ de l'économie sociale et solidaire à une quatrième famille, donc à côté des mutuelles, des coopératives et des associations, cette quatrième famille étant celle des entrepreneurs sociaux. En effet, beaucoup d'entreprises, de petites entreprises de capitaux, et non pas d'hommes, pensaient tout à fait dans leur fonctionnement respecter les valeurs et l'éthique de l'économie sociale, et elles se demandaient donc pourquoi elles n'avaient pas droit à cette reconnaissance d'économie sociale qui permet un certain nombre d'avantages, en particulier financiers. Donc la loi de 2014, après de nombreuses tractations et de nombreux arbitrages, a accueilli la quatrième famille, celle de l'entrepreneuriat social, à condition que ces entreprises de l'entrepreneuriat social respectent un cahier des charges qui fasse que la lucrativité est strictement encadrée et limitée, que la gouvernance est fondamentalement démocratique, que le fonctionnement de l'entreprise est véritablement régi par des règles respectant l'environnement et la nature, et également à ce que la grille des rémunération soit serrée pour éviter les dérives que l'on connaît dans des écarts de rémunération entre les dirigeants et les salariés qui sont dans les entreprises de capitaux classiques, en particulier les SA, proprement insupportables. Donc
nous avons une définition, enfin deux définitions de l'économie sociale, une définition très empirique, juridique, vraisemblablement dépassée. Je suis le premier à le reconnaître, même si au moment de mon secrétariat d'État, on ne parlait pas du tout d'entrepreneuriat social. Et puis une définition qui insiste beaucoup plus sur l'éthique et la responsabilité sociale de certaines entreprises, qui se rapproche d'ailleurs un petit peu de la notion de RSE, qui est désormais la règle pour un certain nombre de petites entreprises, en particulier des SARL, avec toujours quand même cette différence que l'économie sociale originelle, ce sont des sociétés de personnes, et que cet élargissement de l'ESS englobe des sociétés de capitaux, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de tensions. La question que je me suis posée et que je pose à travers ces conférences, c'est pourquoi l'arrivée donc à nouveau sur les débats économiques de l'importance du secteur de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi donc cette presque un effet de mode qui remet donc au premier plan le développement du secteur de l'économie sociale et solidaire, et en particulier donc au Maghreb, je l'ai dit, au Maroc et en Tunisie. Alors, et ailleurs, d'ailleurs, à tel point d'ailleurs que j'avais osé à Shkirat dire qu'à côté de la mondialisation capitaliste que nous connaissons, et qui concentre l'essentiel des richesses entre les mains de quelques grandes multinationales, il y avait comme réponse une mondialisation de l'économie sociale et solidaire, donc une espèce de réponse de la société civile face à cette concentration capitalistique qui est absolument effrayante et qui mène d'ailleurs la planète au désastre. Alors, je crois qu'on va passer très vite sur les raisons conjoncturelles, puisque je m'étends essentiellement sur le pourquoi du succès de l'économie sociale à l'heure actuelle dans les pays du Maghreb. La crise de 2008 a laissé des cicatrices profondes dans ces pays-là. Les écarts de revenus qui étaient déjà très très forts se sont encore accentués, et donc il est absolument nécessaire de trouver un mode de résorption à ces inégalités croissantes et particulièrement dangereuses, et qui sont un terrain favorable aux intégrismes de toutes sortes. Deuxième raison, c'est que tout le monde se rend compte à l'heure actuelle, et ça vaut également pour les pays développés, que le lien tant de fois répété, 1000 fois répété, que la croissance crée de l'emploi est rompu. D'abord, premièrement, parce que tout le monde est en panne de croissance, et en particulier l'Europe, et que ensuite, même lorsqu'il y a des taux de croissance de 1,5, 2, 2,5%, en particulier dans les pays du Maghreb, cela ne gère pas d'emplois supplémentaires à cause des gains de productivité, de technologies de plus en plus perfectionnées, et donc il y a tout un mythe sur la recherche de la croissance comme recherche miracle pour créer des emplois, qui est en train de montrer qu'elle est complètement dépassée. C'était peut-être le cas dans les 30 Glorieuses, mais à l'heure actuelle, nous sommes véritablement devant une crise de la pensée économique, qui fait que ceux qui croient que chercher à tout prix des taux de croissance du PIB amène des sociétés à retrouver des
taux d'emploi à peu près acceptable, tout ça est derrière nous, hein. Et donc les turiféraires de la croissance à tout prix, moi, me laissent complètement sidéré, hein, et que notre gouvernement continue à faire de la croissance un dogme, comme si ça allait résorber tous les problèmes d'inégalité de revenus et d'emploi dans ce pays, me laisse véritablement ahuri, hein, devant une telle inconscience, quoi, hein, et venant de gens qui sont censés avoir une formation économique top, ça laisse quand même curieusement à désirer, sauf si effectivement c'est un moyen de conforter les dogmes libéraux, et ça, c'est l'évidence. Alors, troisième explication, hein, conjoncturelle, c'est que la mondialisation montre de plus en plus, hein, jour après jour, les méfaits qui sont les siens, hein, concentration donc de richesse entre une minorité de personnes, à un point jamais d'ailleurs égalé dans l'histoire économique de nos pays. Et creusement des inégalités dans les pays eux-mêmes, hein, y compris dans les pays développés, entre les plus riches et les plus pauvres. Les plus riches s'enrichissent de plus en plus, les plus pauvres s'appauvrissent de plus en plus, et également dans les pays dits en voie de développement où ce fossé est encore presque pire, hein, où une toute petite minorité de très très grosses familles possède de l'argent en quantité considérable, et que à côté de cette concentration de fortune dans des grandes familles, le peuple marocain et le peuple tunisien vivent de plus en plus mal, et donc se rendre compte qu'il ne faut plus faire confiance à la loi du marché et qu'il faut essayer de bâtir un autre modèle de développement. Enfin, et cela va de pair, hein, je crois que les citoyens, hein, qui ont été pendant très longtemps complètement passifs devant des décisions économiques qui se prenaient au-dessus de leur tête au niveau des marchés financiers et des stratégies des multinationales, en ont assez de ce modèle de développement, et qui veulent devenir acteurs de leur développement, et en particulier des acteurs de leur développement territorialisé, hein, d'où d'ailleurs l'intérêt que l'on voit de mener les deux approches de façon simultanée, hein, et c'est le cas au Maroc, avec volonté de développer le secteur de l'économie sociale et solidaire, et en même temps de renforcer la décentralisation pour que les territoires aient le maximum de possibilités de jouer une forme de développement territorial, de développement local, de création d'activités non délocalisables, et que les citoyens, hein, deviennent véritablement des partenaires du développement économique, et je crois que c'est ainsi qu'on résistera à une mondialisation mortifère pour les hommes eux-mêmes et pour la nature ensuite. Les causes conjoncturelles que j'ai énoncées dans la troisième partie de ma conférence, et que j'essaye de retranscrire devant vous, il y a des causes beaucoup plus structurelles. Alors, au Maroc, par exemple, on se rend bien compte que le couple qui avait initié le développement du pays, c'est-à-dire secteur public et secteur privé, est complètement en crise. Le secteur public n'arrive plus du tout à fournir les emplois qui avaient été extrêmement nombreux dans ce secteur durant ces dernières années. Hein, il est confronté aux mêmes difficultés que celles de beaucoup d'autres pays qui sont sous l'aide du FMI et des organismes financiers internationaux, dont la règle, vous le savez, d'ajustement structurel est de diminuer de façon extrêmement brutale le nombre de personnes travaillant dans le secteur public. Donc ce moteur de croissance, il est derrière eux.
Le deuxième moteur de croissance, c'est-à-dire le secteur privé, n'arrive pas à trouver sa place dans une mondialisation qui concentre l'essentiel des richesses et de la production entre les mains de grandes multinationales, essentiellement venues des États-Unis, de la Chine maintenant, de la Russie et de l'Europe, dans la toute petite part que la mondialisation conserve aux entreprises européennes qui sont véritablement dans un passage extrêmement difficile. De toute façon, le secteur privé, qui a souvent été un secteur privé de sous-traitance dans les pays du Maghreb, n'arrive plus à lui aussi trouver un rythme de développement suffisant pour absorber une population, en particulier jeune et très diplômée, qui est importante. D'où la nécessité donc de faire appel à ce que Jacques Delors appelait le tiers secteur lorsqu'il était président de la Commission européenne, et que nous appelons le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et cela se marque en particulier par le verbe politique, puisque le souverain Mohamed VI a répété au cours de nombreux discours que, à côté du secteur public et du secteur privé, il voulait désormais réserver une part très importante au développement de l'économie sociale et solidaire. Ce que François Mitterrand d'ailleurs avait dit en 1982, je m'en souviens très très bien, j'étais député à l'époque, il avait dit le développement économique français doit désormais reposer sur 3 piliers, l'économie publique, l'économie privée, l'économie publique parce qu'on était en pleine vague de nationalisation, l'économie privée et le secteur extrêmement important pour nous historiquement et actuellement de l'économie sociale et solidaire. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on assiste dans les pays du Maghreb, comme d'ailleurs dans l'ensemble des pays développés, à la naissance d'un concept nouveau qui est celui de l'entreprendre autrement. C'est-à-dire que le modèle d'entreprise est en train de complètement changer. Ces entreprises se caractérisaient autrefois, compte tenu des modes de production, par une concentration de capitaux extrêmement important, et donc ne pouvaient entreprendre que des minorités sociales que Marx appelait la bourgeoisie, et écartaient donc de toute possibilité de créer leur activité et leur entreprise des couches sociales tout entières. Désormais, les processus de production ont complètement changé et le primat du savoir-faire, de l'intelligence humaine, du talent, de l'innovation fait que désormais il y a de plus en plus de gens qui, même sans capital de départ très important, ont envie d'entreprendre et d'entreprendre autrement, non pas pour la recherche du profit à tout prix, mais pour apporter leur pierre à l'édifice social dont ils voient bien qu'il se lézarde de plus en plus sous les coups de boutoir de la mondialisation capitaliste financière. Donc on assiste là à un mouvement de fond que je qualifierais de mouvement idéologique, qui fait que, alors que le salariat était la réponse pratiquement unique du mode de croissance pendant les 30 Glorieuses, et bien désormais l'entrepreneuriat fait partie de ces modes de réponse avec, je le répète, une conception de entreprendre autrement. Enfin, nous sommes dans des cycles économiques et sociaux et culturels qui sont fortement marqués par l'innovation, la nécessité de l'innovation, et l'économie sociale et solidaire, de par sa souplesse de ses structures, de par le fait qu'elle est très ancrée dans la société civile, est capable de deviner les nouvelles demandes de la société bien avant le secteur public et le secteur marchand,
qui attend d'ailleurs tapis discrètement qu'un certain nombre de secteurs deviennent rentables pour pouvoir les pénétrer. Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, sur le secteur sanitaire et social, la prédation commence avec des grands groupes qui vont sur des secteurs qui jusqu'à présent avaient été dévolus au secteur associatif parce qu'il fallait une très grande facilité de réponse, et je pense en particulier à la crise des EHPAD qui est bien connue maintenant en France et qui est bien loin de se terminer avec le fait que des rapaces et des voraces veulent maintenant se faire du fric sur la santé des gens et sur leurs conditions de vieillissement. Donc l'ESS tout naturellement s'installe dans des niches nouvelles, un petit peu expérimentales, qui sont souvent d'ailleurs reliées au local, encore une fois. Et ces niches, je vais vous les énumérer dans la 5e partie. Que l'on pourrait appeler de l'innovation sociale ou sociétale, vous les connaissez, je vais là enfoncer des portes ouvertes, c'est bien sûr tout ce qui concerne la gestion des déchets, donc de la collecte au recyclage et à l'économie circulaire. Il y a là beaucoup d'emplois à gagner et beaucoup de travail absolument nécessaire à faire pour l'ensemble de la planète. Quand on sait désormais la catastrophe écologique que représente par exemple l'utilisation des matières plastiques qui sont en train de véritablement détruire la vie sur notre planète, puisque rejetées à la mer, elles empoisonnent complètement les océans et donc toute une partie de la ressource halieutique et une bonne partie de la chaîne alimentaire. C'est également tout ce qui concerne l'agriculture de terroir, une agriculture raisonnable qui permette d'arrêter la folie des pesticides et des insecticides, alors qui, eux, ont également des conséquences absolument catastrophiques sur la faune et la flore, disparition des insectes, disparition des oiseaux, disparition d'espèces entières et donc une véritable calamité jamais connue pour l'humanité. Donc voilà, nous sommes confrontés à la nécessité de retrouver une agriculture qui soit raisonnable et qui soit assise sur les produits du terroir, donc toujours la connotation avec le développement local. Comme pour le premier point sur le problème du recyclage, tout le développement de ce que j'ai appelé l'économie circulaire. Troisième point, c'est le développement très rapide des services à la personne. Nous sommes dans une société qui réclame de plus en plus de services à la personne, et au niveau des personnes âgées, pour les maintenir à domicile, et également au niveau de la petite enfance. Et donc là, il y a également des besoins considérables qui ne sont pas encore satisfaits. Alors, vous voyez bien que là, nous sommes sur des problématiques qui sont communes aux pays développés et aux pays en voie de développement. Je pourrais parler très rapidement également des innovations que l'on peut attendre des nouvelles techniques de la communication, et puis également sur des terrains beaucoup plus connus, tout ce que peut apporter un tourisme respectueux de l'environnement, ce qu'on appelle le tourisme vert ou l'agrotourisme, qui permet de rompre avec le tourisme de masse qui est dévastateur pour un certain nombre de paysages naturels et pour un certain nombre de pays. Ensuite,
tout ce qui concerne, alors au Maroc, c'est un secteur extrêmement important, la valorisation des produits artisanaux. L'artisanat du Maroc est absolument remarquable, mais il faut lui faire gravir un échelon supplémentaire. Donc là, il y a nécessité d'une modernisation des coopératives qui est absolument nécessaire. Ensuite, tout ce qui est la lutte contre les gaspillages énergétiques, la recherche des énergies propres, puisqu'on sait à quel point est catastrophique l'utilisation des énergies carbonées, qui sont responsables du réchauffement climatique et donc de toutes ces conséquences dont je parlerai tout à l'heure. Alors, et puis également d'autres champs, en particulier la valorisation du patrimoine naturel et culturel dans ces pays, qui est un chantier important. Et la souplesse des structures de l'ESS, où le talent humain, fait d'avoir d'avoir repéré un certain nombre de demandes insatisfaites, permet des créations d'activités relativement importantes, et l'ESS donc peut s'adapter très facilement aux nouvelles demandes. Et on peut d'ailleurs voir dans ces pays comme chez nous la multiplicité d'initiatives venues de la société civile sur des enjeux de lutte contre l'exclusion, de reconstitution du lien social, qui sont particulièrement intéressantes et qui font que les entreprises de l'économie sociale trouvent donc toute leur place dans un nouveau modèle de développement. Dans le dur de mon exposé, c'est-à-dire pourquoi le développement de l'ESS, et on va donc un petit peu sortir du cadre du Maroc, mais peut être une réponse à la crise systémique qui s'annonce, puisque moi je fais partie des gens qui sont extrêmement inquiets sur ce qui est en train de se préparer au niveau de l'avenir de l'humanité. Et je crains même que tous les signaux d'alarme qui ont été tirés sur la nécessité de lutter contre un certain nombre de dérèglements écologiques soient des signaux qui ont été tirés beaucoup trop tard, et surtout qui laissent pratiquement tous les dirigeants du monde complètement indifférents, puisque pour ceux d'entre vous qui ont suivi les débats de la conférence de Paris en 2011, je crois, la COP 21, non, je suis pas sûr que ce soit en 2011, enfin bref, peu importe, avait été bouleversé par les déclarations extrêmement catastrophistes d'un certain nombre de responsables politiques, dont le discours de Barack Obama qui avait été absolument remarquable, et on se rend compte que les grandes décisions des accords de Paris ne sont pas respectées par les pays qui ont signé cette charte. Et même pire, la France n'a pas respecté sa parole, les États-Unis avec Trump se sont retirés, et donc nous allons de plus en plus mal. Et les phénomènes de bouleversement climatique s'accélèrent à une vitesse que je qualifierais presque d'exponentielle. Et moi, je suis vraiment persuadé qu'il nous reste mais très 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 peu d'années pour essayer d'inverser la courbe. Sinon, c'est effectivement la disparition, non pas de la planète, parce que la Terre, elle a existé sans les hommes, et elle continuera à exister si les hommes disparaissent, mais nous sommes à l'aube de catastrophes qui peuvent toucher des milliards d'êtres humains, et certainement, en tout cas en premier, les plus faibles d'entre eux. Alors, quelles sont les manifestations de cette crise systémique, de cette crise écologique majeure?
ce sont essentiellement, bien sûr, les conséquences du réchauffement climatique. Je ne vais pas développer beaucoup là-dessus, mais enfin bon, on les voit bien, qui sont responsables, en plus, d'une montée des eaux qui est extrêmement dangereuse, d'une fonte des glaciers qui s'accélère, et également de la multiplication de phénomènes climatiques complètement insensés, les cyclones, les ouragans qui désormais se répandent sur toute la planète, les États-Unis dévastés, l'Indonésie dévastée, les Philippines dévastées, bref, comment résister à des vents de 300 km/h? Personne dans l'espèce humaine n'est capable de le savoir. Et puis d'autres phénomènes comme la multiplication des incendies puisqu'il manque d'eau et avec des conséquences irréversibles sur la faune et la flore. Je vous en parlais tout à l'heure. Tout ça va amener d'autres conséquences, la raréfaction de l'eau, des problèmes très difficiles au niveau de l'alimentation des milliards d'hommes qui désormais peuplent la planète, donc des crises alimentaires et en quantité et surtout en qualité. Et sur la ressource halieutique, j'en ai parlé tout à l'heure, et tout ça donc dresse un tableau absolument terrifiant que Pablo Servigne a très très bien résumé dans ce livre qui est devenu mon livre de chevet, comment tout peut s'effondrer puisqu'il croise des courbes mathématiques qui sont absolument irréfutables, et que nous rentrons donc dans l'ère de la collapsologie, c'est-à-dire comment sauver l'espèce humaine dans ce désastre écologique qui est dû essentiellement à un mode de production complètement fou, lié à un mode de consommation également complètement fou. Il faut consommer de plus en plus, donc on multiplie les incitations à consommer, y compris l'inutile. On fait croire que c'est l'avoir qui donne le bonheur et non pas l'être. C'est la nécessité donc de faire vendre à tout prix à coup de communication, d'abrutissement des consommateurs, donc consommer toujours plus, donc produire toujours plus en changeant constamment les modèles, obsolescence programmée. Bon, vous connaissez tout ça. Dans un terrain également où les moyens de communication et de transport sont devenus dingues, puisque des produits issus de terres agricoles au Maroc sont conditionnés dans les Pays-Bas et reviennent dans les pays tels que la France ensuite. Donc tout ça est absolument fou. Il ne sert qu'à entretenir un système qui est le système capitaliste, dans toute son horreur et dans toute la déformation qui a été la sienne de la domination du capitalisme financier, qui veut de plus en plus de profit à court terme, donc l'exploitation des hommes d'un côté, au Bangladesh, en Inde ou aux Philippines, et l'exploitation également à outrance des ressources naturelles. Enfin, on est véritablement dans une course vers la mort, et qui apparemment ne dérange pas beaucoup les consciences des gens qui nous dirigent, et même la conscience d'un certain nombre de mouvements écologiques qui continuent à traiter les problèmes un par un, comme si tout cela n'était pas lié à un ensemble global. Et j'arrive pas à comprendre comment certains mouvements écologistes peuvent dire qu'on peut faire de l'écologie en maintenant le système de production actuel et le système capitaliste actuel. Non, c'est le système qu'il faut frapper au cœur, et ça n'est pas évident. Il se frappe lui-même au cœur par ses contradictions, que je viens de vous décrire, vraisemblablement aussi par le fait qu'il va engendrer des crises financières à répétition, que les crises énergétiques de toute façon sont là, mais de toute façon
le système conduit, s'il n'est pas modifié rapidement, à une catastrophe. Et je vois pas comment on peut, à l'intérieur du système capitaliste actuel, c'est-à-dire les sociétés basées sur des sociétés de capitaux, sortir de l'impasse. Donc il faut inventer un autre modèle de développement. Voilà, donc il faut changer de modèle de développement et on ne peut pas continuer à vouloir de la croissance infinie dans un monde qui est fini. Alors, qu'est-ce que vient faire l'économie sociale et solidaire dans cette réflexion? Je crois qu'elle a inventé des processus de production et de consommation, enfin je parle de l'économie sociale et solidaire, fidèle à son éthique première, qui peuvent être un élément de réponse. Consommer autrement, ça veut dire consommer des produits issus de la véracité de nos terroirs. Et l'économie sociale sait le faire, cela. Elle a été en grande partie à l'origine des mouvements de développement de l'agriculture biologique et raisonnée, des marchés courts, réduisant la distance entre producteurs et consommateurs. Et on peut trouver donc dans la façon de consommer autrement des réponses au sein de certaines entreprises d'économie sociale. Produire autrement, l'économie sociale, c'est le faire, et en particulier par le mouvement coopératif, qui permet d'associer d'abord l'ensemble des membres de la communauté entreprise aux décisions qui sont prises. Et puis la consommation donc la coopérative induit un autre mode de gouvernance, et puis elle peut se facilement produire des produits durables, utiles, et le travail fait à l'heure actuelle par quelques coopératives de production, en particulier de petite dimension, sur des niches nouvelles de production, peut être un exemple à démultiplier. Moi, je suis étonné de voir que le gouvernement ne mise pas plus sur le développement des scopes. Et alors qu'il y a là véritablement une réponse extrêmement intéressante en termes de reconquête d'un certain nombre de processus de production locaux. Ensuite, transporter autrement, l'économie sociale sait également le faire, avec les circuits courts, en insistant également sur le développement des transports collectifs plutôt que des transports individuels. Mais par-delà les formes juridiques de l'économie sociale, c'est son éthique de développement humain qui me paraît être le plus intéressant dans la réponse à la crise actuelle du modèle capitaliste, c'est-à-dire qu'on substitue à la recherche du fric comme moteur de l'activité humaine une autre approche, qui est une approche humaniste, et par là même, on change les mentalités, les cultures, la façon de consommer, et ça me paraît très très important. Et puis bien sûr, il faut répartir autrement, parce qu'on ne pourra pas rester dans des sociétés dans lesquelles les écarts de richesse sont aussi importants. Donc c'est le système qu'il faut frapper au cœur, et en particulier rehausser le primat des entreprises de personnes par rapport aux entreprises de capitaux. Il faut attaquer le système là où il est le plus vulnérable, c'est-à-dire dans l'accumulation du capital. Donc plus on privilégie les sociétés de personnes, plus on fait reculer l'emprise du capital sur la production économique, plus on progresse. Voilà. Et c'est indispensable également de faire cette approche en rompant avec la mondialisation,
c'est-à-dire en retrouvant un développement local et territorial. Alors, ce qui est assez amusant et paradoxal, c'est que mon secrétariat d'État en 1984, lorsque François Mitterrand l'a créé, s'appelait Économie sociale et développement local, que j'avais essayé donc de convaincre un certain nombre de décideurs politiques et économiques de la nécessité de développer des territoires au moment où apparemment, il y avait que la course au gigantisme qui était à la mode, et personne n'a véritablement entendu ce discours, en particulier dans ma formation politique. Et je suis heureux de voir que on y revient et que donc on aura perdu 40 ans à redécouvrir le développement local à travers, par exemple, les opérations à l'heure actuelle qui consistent à labelliser des territoires, mais il y a 40 ans, j'en avais labellisé une trentaine dans lequel le partenariat était effectif pour un nouveau modèle de développement, pour un nouveau mode de développement. Donc les les libéraux qui essayent de danser camouflés derrière un certain nombre de sémantiques n'ont absolument rien inventé. Oui, il faut une nouvelle culture des réseaux locaux, il faut une nouvelle culture de l'insertion et de l'employabilité au niveau local, il faut répondre véritablement aux demandes locales. Ça nécessite un exercice très difficile, qui est un exercice de diagnostic sur les territoires, de repérage des points positifs, des points négatifs. Ça nécessite une mobilisation de l'épargne sur la proximité. Ça nécessite la mise en avant d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Ça nécessite que les politiques s'intéressent véritablement au développement économique local et aux problèmes de l'emploi sur leur territoire. Ça nécessite qu'on fasse des ponts sans arrêt entre ceux qui sont en situation d'exclusion et ceux qui peuvent revenir à la classe travail, en particulier donc tout ce qui est entreprise d'insertion et autres passerelles entre l'exclusion croissante et le retour dans un processus d'employabilité. Ça nécessite donc une véritable révolution culturelle que j'espère de mes voeux et dans lequel je pense que l'économie sociale peut jouer un grand rôle. Ce qui ne veut pas dire que simplement économie sociale plus développement local sont des réponses à la crise. Je ne suis pas naïf à ce point-là. Je sais qu'il y a des décisions extrêmement urgentes qui sont des véritables choix de société à définir très rapidement, sur les économies d'énergie, sur le primat du transport collectif par rapport au transport individuel. On ne va pas continuer à être sous le règne de la bagnole et de la bagnole à tout prix, sur la nécessité effectivement de faire des économies d'énergie au niveau de la réhabilitation du parc immobilier français. Bon, tout ça, je le sais, mais je sais également qu'il faut penser maintenant à un autre modèle de développement et qu'il faut surtout sortir de la pensée dominante. Et là, je vous recommande le troisième bouquin, qui est celui de Thomas Porcher sur traité d'économie hérétique, où on se rend bien compte qu'on bourre la tête des citoyens français à coups de mensonges sur le problème de la dette, sur le problème des traités européens dont il faut absolument s'affranchir, et que nous sommes rentrés dans une période de pire bourrage de crâne idéologique qui n'ait jamais existé. Enfin, moi j'ai fait mai 68 en me rebelant contre la télévision d'État dirigée par De Gaulle et Perfit, mais c'était presque des amateurs par rapport aux méthodes des sieurs Bolloré et des compagnons de Macron. Donc voilà, j'ai terminé ma conférence en mettant en avant cette nécessité donc de donner aux territoires les moyens de leur développement économique, mais aussi social, culturel, citoyen.
de former donc une nouvelle forme d'entrepreneuriat, de bien présenter aux gens qui entreprennent les différentes formes juridiques de l'entreprise, de la nécessité de jouer sur la finance solidaire, sur la nécessité également de renforcer la formation par la multiplication des masters, comme celui que je conduis à Casablanca, master d'économie sociale et solidaire, qui sont doublés d'un incubateur pour que ensuite les étudiants puissent voler de leurs propres ailes, et la nécessité bien sûr d'évaluer, de contractualiser et de communiquer. Voilà. J'ai été bien long, mais on m'avait demandé de résumer ma conférence, c'est fait.